Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tag. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait et j'avais envie d'en faire un, donc je me suis dit que j'allais en faire un. C'est bien, c'est bien, c'est logique en même temps. Donc c'est le Totally Didn't Book tag. J'ai pas traduit le titre parce que franchement en français ça donnait pas grand chose. Donc voilà, d'ailleurs je le dis maintenant et comme ça ce sera fait. C'est un tag que j'ai trouvé sur un blog. Pour une fois j'ai pensé à récupérer le lien vers le blog, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et j'ai moi-même traduit les questions avec mon petit cerveau, donc potentiellement c'est pas tout à fait ça la traduction, mais en barre d'infos je vous liste la question en VO en fait et la question en VF, comme ça, enfin que j'ai traduite, comme ça si vous voulez faire une meilleure traduction vous pouvez, et si vous voulez me dire que je suis nulle en anglais, vous pouvez aussi, parce que c'est pas loin d'être le cas. Bref, du coup, on y va avec les questions, parce qu'il y en a 10 et que ça risque d'être long. Et la première question, c'est absolument pas besoin d'avoir une suite. Alors là, je sais pas s'il fallait citer une suite qui n'était pas nécessaire, ou un one-shot qui n'avait pas besoin de suite, selon nous. Et comme le premier livre qui m'est venu, c'est un one-shot qui n'a pas besoin de suite selon moi, du coup c'est celui-là que je vais citer. Je suis désolée, il n'y a pas de couverture, donc c'est Une femme libre de Danielle Steele. Donc voilà, c'est les hardbacks de chez France Loisirs. En fait, il y a une jaquette par-dessus, c'est juste que moi j'aime pas les jaquettes, donc je les jette en fait. Hein. Voilà, je suis désolée. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Je crois que je l'ai déjà cité dans la vidéo que j'ai fait sur Danielle Steele, dans laquelle je parle de mes livres préférés de Danielle Steele. Mais sinon j'en ai quasiment jamais parlé en fait. Donc on va y suivre Annabelle. Alors pareil, là tout ce que je vais vous dire c'est de mémoire parce que j'ai absolument zéro résumé, vu que le résumé est sur la jaquette. Super. Donc de mémoire on va y suivre Annabelle, qui est une jeune fille de, je sais pas, je dirais 18-20 ans, quelque chose comme ça. On est soit pendant la Première Guerre mondiale, soit pendant la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais plus laquelle. Je pense que c'est la première. Mais en gros elle est américaine et elle va décider de prendre un bateau pour devenir infirmière sur le front en fait, et on va la suivre là-dedans. Il y a aussi une très grosse histoire personnelle qui lui arrive, un truc absolument immonde, un truc qui ne peut arriver qu'aux femmes, sinon c'est pas drôle, et un truc qui montre absolument l'inégalité homme-femme dans toute sa splendeur, j'ai envie de vous dire. Alors à l'époque en plus c'était juste une catastrophe. Volontairement je ne dis pas ce qui lui arrive, je crois que c'est écrit dans le résumé, mais Danielle Steele a une écriture quand même assez lente et du coup les choses se mettent lentement en place, c'est logique. Et donc si on sait l'événement, on va attendre uniquement cet événement là, et donc pendant un certain nombre de pages on risque de s'ennuyer, donc je trouve ça dommage de le dire, c'est pour ça que je le dis pas. Et donc voilà, on va suivre cette femme là dans son combat, sa vie, pendant la guerre, pendant qu'elle est infirmière, et avec tout ce qui lui arrive dans sa vie privée. En fait pas de bol, ça lui arrive pendant la guerre et du coup ça passe un peu au second plan. Et c'est horrible ce qu'elle est contrainte de faire pour cacher ce qui lui arrive, c'est juste vraiment une catastrophe. Enfin bref, j'adore ce livre. Et ce que j'aime, c'est que j'ai adoré ce livre vraiment. Il est dans ma vidéo des livres préférés sur Danielle Steele. Donc voilà, c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Et en fait, quand je lisais ce livre, je me rappelle que j'avais peur parce que Danielle Steele a une tendance à faire des fins, un peu des fins de contes de fées. Vous voyez, en mode tout est bien qui finit bien, tout est rose, dans le meilleur des mondes et tout. Et pour ce livre-là, pour Annabelle, je voulais pas une fin comme ça parce que ça ne m'aurait pas semblé réaliste que en un claquement de doigts à la fin tous finissent de manière merveilleuse et tout. Ça m'aurait pas semblé réaliste, et c'est pas ce qu'elle a fait pour la première fois, et je crois pour la seule fois, en tout cas pour la seule fois de tous les livres que j'ai lus, elle a fait une fin ouverte et je trouve ça absolument génial. Donc je ne veux surtout pas de suite. Je me suis même pas renseignée, mais c'est pas c'est pas le genre de Danielle Steele à faire une suite à un livre qu'elle a déjà écrit, donc je pense pas que c'est le cas. De toute manière, si c'est le cas, clairement je lirai pas la suite parce que je ne veux pas une autre fin que celle-ci. Voilà, pour moi c'est un livre féministe, le titre est juste parfait, et voilà, ça se passe pendant la guerre, mais on va y suivre uniquement Annabelle et uniquement ce qui lui arrive à elle et ce qu'elle est obligée de faire. Et bref, j'adore ce livre, je peux en parler plus parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure. Mais si vous connaissez pas Danielle Steele et que vous cherchez par lequel commencer, et bien commencez par celui-ci. La deuxième question, c'est absolument pas besoin d'avoir plus d'un point de vue, et là j'ai choisi Enclave de Anne Aguirre, c'est ça, ou Aguirre, enfin bref, je ne sais pas. J'avais fait une vidéo zoom sur la saga complète, je crois, si je dis pas de conneries. D'ailleurs c'est l'une des premières que j'ai faites, je pense. Bref, je vous remettrai cette vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et en fait dans ce livre là on va suivre, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais on suit une jeune fille
qui vit dans un monde souterrain. Ils vivent dans des enclaves. En gros, ils vivent dans les anciens égouts. On est dans une dystopie, je ne l'ai pas dit. Mais ils vivent dans les anciens égouts parce que sur la surface, c'est plus trop viable. Enfin, c'est un peu le bordel, c'est un peu la merde. Et donc, on va suivre une jeune fille qui a vécu toute sa vie sous terre. Et au début du livre, suite à une succession d'événements un peu chelous, un peu bizarres, que j'avoue, je ne me rappelle plus vraiment de qu'est-ce qui se passe exactement, mais en gros, elle se retrouve à devoir fuir, et donc elle se retrouve à devoir sortir à la surface. Et à partir de ce moment-là, elle va découvrir le monde de la surface. Alors nous, on identifie rapidement de quelle ville en ruine c'est, en fait, quelle ville connue pour nous c'est, mais elle non, évidemment. Et donc voilà, elle va rencontrer plusieurs personnes qui vivent à la surface, plusieurs villages, et ce que j'ai adoré dans toute la trilogie, c'est que petit à petit, elle va découvrir nos coutumes à nous. Genre, par exemple, je me rappelle qu'elle trouve hyper bizarre qu'on fête notre anniversaire. Elle te dit, mais attends, tu vieillis et tu fêtes le fait de vieillir. C'est bizarre c'est bizarre de faire ça quand même. Tu vieillis et t'es content de vieillir. Et effectivement, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc voilà, il y a tout plein d'événements comme ça, tout plein de petites choses que nous on fait au quotidien et qui sont normales et évidente pour nous, qu'elle va découvrir et elle va apprendre à connaître parce qu'elle ne connaît pas du tout. Et donc du coup on est uniquement de son point de vue à elle, et je l'ai mise dans cette question parce que tout l'intérêt du livre et tout l'intérêt de la saga pour moi repose sur sa découverte du monde à elle. Et donc du coup si on a plusieurs points de vue, ça gâcherait un peu cette découverte qu'on a. C'est une saga que j'ai vraiment adorée. D'ailleurs j'ai jamais rien lu d'autre de Anna Guir et je ne me suis jamais renseignée sur ce qu'elle avait écrit d'autre. Il faudrait peut-être que je le fasse. Donc voilà, c'est une dystopie assez classique du genre, mais franchement c'était vachement bien. J'ai adoré le personnage, j'ai adoré l'univers, et si vous connaissez pas, je vous la recommande parce que c'est vachement bien. La question 3, c'est absolument pas besoin de changer de couverture au milieu de la série, et là en fait j'ai carrément triché pour la réponse parce que je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas de saga où ça m'a gavé qui change de couverture au milieu. Je crois que je l'avais déjà expliqué, mais je ne lis jamais un tome 1 quand il vient juste de sortir. En gros, je lis le tome 1 quand le dernier tome est annoncé, histoire de pouvoir moi-même décider combien de temps il va se passer entre ma lecture du tome 1 et ma lecture du tome 2, et ainsi de suite. Ce qui fait que si jamais, au cours d'une saga de, je sais pas, 3, 4, 10 tomes, on a un changement de couverture, moi quand je vais la commencer, je vais savoir qu'il y a eu ce changement de couverture, et donc je vais acheter le tome 1 avec la couverture qui va matcher avec tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais pas avoir de problème de décalage et de trucs et tout, et globalement, je suis capable de ne pas acheter un livre parce que c'est pas la bonne couverture ou c'est pas la bonne édition que je veux, et d'attendre parfois plusieurs années avant de trouver l'édition que je veux. Oui, je suis capable de faire ça. Donc c'est pas un truc qui me dérange, c'est rarement dépareillé dans ma bibliothèque. Il n'y a qu'une seule saga qui est dépareillée dans ma bibliothèque, mais c'est une saga que je citerai pour une autre réponse. Et du coup j'ai cité Miss Peregrine et les envois particuliers. Alors j'ai pas lu le livre dans les mains parce que du coup j'ai pas aimé le tome 1 et j'ai pas lu la suite, et du coup je me suis séparée du tome 1. Mais ce qui m'agace vraiment avec les changements de couverture, c'est quand on a une adaptation et qu'à partir du moment où le livre est adapté en film, il est impossible de retrouver l'édition originale, c'est-à-dire sans la fiche du film. On ne peut trouver que le livre avec la fiche du film en couverture, et ça m'agace, ça me fatigue vraiment. Si je veux la fiche du film, j'achète le DVD en fait, pas le livre. Vraiment c'est un truc qui me fatigue, et ça m'avait gonflé avec Miss Peregrine et les enfants particuliers parce que je le voyais à plusieurs reprises à France Loisirs et dans d'autres librairies, dans d'autres magasins qui vendent des livres en gros, et je le voyais toujours avec cette foutue couverture du film et ça me gonflait. J'avais fini par le trouver d'occasion en poche avec la bonne couverture, mais franchement c'était juste relou. Donc voilà, arrêtez de faire ça s'il vous plaît, arrêtez, vraiment. Question 4, absolument pas besoin d'avoir un triangle amoureux, et là je cite le seul et unique triangle amoureux qui vraiment me gonfle, La Légende des 4. Donc ici le tome 1, Le Clan des Loups de Cassandra O'Donnell. On a un triangle amoureux dès ce tome là, et franchement ça me saoule, vraiment j'ai rien contre les triangles amoureux. Dans Hunger Games il me dérange absolument pas, j'ai aucune autre saga où il y a un triangle amoureux qui me vient à la main tout de suite, mais en général c'est pas un truc qui m'agace, vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça les énerve, ça les gonfle, mais moi ça me gonfle pas. Mais là il me saoule, vraiment là il me tape sur le système. Ce truc d'amour je le supporte pas, vraiment je sais pas pourquoi, mais je ne le supporte pas. Je n'ai pas encore lu le tome 3 parce que je sais que dans le tome 3 il va encore y être au centre ce triangle amoureux, et ça me gonfle vraiment. C'est une saga que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre 4 clans, donc les loups, les serpents, les tigres et les aigles.
c'est absolument pas écrit derrière, mais j'espère que c'est ça. Et donc voilà, en fait on va suivre les 4 héritiers de ces 4 clans-là qui vont se retrouver dans une situation où on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, essaye de faire que les clans partent en guerre, en gros. Et donc nos 4 héritiers vont essayer de prouver chacun à leur clan qu'il faudrait arrêter d'accuser les autres clans de tout ce qui leur arrive et que peut-être ils pourraient s'unir au lieu de se faire la guerre. Ça serait une bonne idée. Et donc au milieu de ces 4 personnages, on va avoir un triangle amoureux. Alors en fait, ce triangle amoureux m'agace pour 2 raisons. La première, c'est que j'y crois absolument pas. Et la deuxième, c'est que, étant donné qu'ils sont 4 personnages principaux et qu'on se retrouve avec un triangle amoureux, et ben le 4e personnage, il se retrouve un peu tout seul dans la merde, quoi. Et c'est dommage. Donc, ça m'agace. Bref, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je l'ai dit, j'ai pas eu encore le tome 3, mais il faut que je le lise. En fait, j'attends qu'il sorte chez France Loisirs, tout simplement. Mais voilà, je vais le lire dès que je pourrai l'acheter. Et voilà, c'est prévu. Mais voilà, ce triangle m'agace vraiment, vraiment beaucoup. Question 5, absolument pas besoin de ce livre dans cette série. Et donc là, j'y ai mis L'Ordre Tué, le tome 4 / préquel de la 5e vague, écrit par Ricky Hansey. Alors j'ai plus le tome 4, mais il me reste le tome 3. Voilà, donc je voulais vous le montrer pour que vous fassiez une meilleure idée de quelle saga je parle, de quoi je parle. Donc ça c'est le tome 3 de la 5e vague, et moi je parle du tome 4 là actuellement. Voilà. En fait, j'ai lu la trilogie complète et j'ai pas... Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que pour moi, l'auteur nous prend pour des débiles. Il nous fait croire que la 5e vague est là. Enfin, le titre du tome 1, c'est quand même la 5e vague. Mais la 5e vague, en vrai, on la voit pas vraiment. Elle a pas vraiment d'impact. Elle est pas vraiment là. Elle est pas vraiment au centre de l'histoire. On va suivre des personnages dans un espèce de monde post-apo, stage dystopie. On sait pas trop. Et c'est tout en fait. Et vraiment, ça m'a gonflé de me rendre compte au cours du tome 3 que l'auteur me prenait pour une débile depuis le début du tome 1 et que ce qu'il me dit qui va arriver n'arrive pas en fait. Du coup je me suis dit bon bah je vais lire le tome 4 / préquel, peut-être que j'aurai mes réponses et je vous jure que c'est vrai, j'ai abandonné donc l'ordre de tuer à une page de la fin. J'ai eu la flemme de lire la dernière page parce que je me suis dit c'est mort, c'est pas la peine, j'aurai pas toutes les réponses que je veux en une page, je la lis pas. Donc j'ai pas lu la dernière page du livre. Oui c'est ridicule, on est d'accord, mais c'est comme ça. Et du coup, je vois pas, déjà, je vois pas l'intérêt global de la saga, parce que pour moi, l'auteur ne nous raconte pas ce qu'il dit qu'il va nous raconter, et il ne se passe pas ce qu'il dit qu'il va se passer, donc ça me fatigue. Et alors, rajouter un tome 4 sans aucune réponse et sans aucune explication dedans, je vois pas l'intérêt en fait. Donc, globalement, cette saga m'a agacée, j'ai pas du tout aimé, et je suis dégoûtée. Question 6, absolument pas besoin de cliffhanger, et donc là j'ai pas de livre à vous présenter. D'ailleurs, j'ai rien contre vous, les gens qui font ça, mais je comprends pas pourquoi vous passez votre temps à critiquer les cliffhangers. En fait, pour moi, il y a 2 options. Soit tu aimes le livre et donc le cliffhanger te dérange pas parce que ça te donne envie de lire la suite et c'est cool. Soit t'aimes pas le livre et le cliffhanger il te fait chier parce qu'il t'oblige à lire la suite. Mais dans ce cas-là, ce cliffhanger ou pas, lis pas la suite si t'as pas envie de le lire. Je comprends pas ces réactions absolument négatives face au cliffhanger. Moi, ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait un cliffhanger à la fin. Je pense là tout de suite parce qu'il est en face de moi au souffle de Midas, où à la fin on a effectivement un cliffhanger. Mais si t'as pas aimé le livre, t'as pas envie de connaître la suite, donc cliffhanger ou pas, je vois pas pourquoi ça te dérange. Et si t'as aimé le livre, comme c'est mon cas, t'avais qu'une hâte, c'était de lire la suite, et c'est normal. Et je trouve que c'est un procédé d'écriture normal, quoi. Je veux dire, c'est dans l'intérêt de l'auteur ou de l'autrice que t'ailles lire la suite. Donc, qu'il te donne ou qu'elle te donne envie de lire cette suite avec un cliffhanger, c'est une bonne chose. Je vois pourquoi la majorité des gens critiquent les cliffhangers. Donc, pour moi, tous les cliffhangers, c'est pas qu'ils sont nécessaires, c'est juste que soit je vais au bout du livre et je lis le cliffhanger et je vais lire la suite parce que j'en ai envie, soit j'abandonne le livre bien avant les cliffhangers et donc du coup, il ne me dérange pas en fait. Voilà, c'était mon avis sur les cliffhangers. Pour la question 7, je pense que je vais me faire pas mal d'ennemis, j'y ai pas mal réfléchi, mais finalement j'ai mis ce livre-là. Donc la question c'est absolument pas besoin d'un seul point de vue. Moi je l'ai plutôt pris en mode j'aurais préféré qu'on ait plusieurs points de vue dans ce livre et dans cette saga. Ne me frappez pas s'il vous plaît. J'ai choisi Harry Potter, donc ici Harry Potter à l'école des sorciers, le tome 1 de J.K. Rowling. Alors j'en ai un peu parlé parce que parmi les 7 tomes, je me suis dit peut-être qu'à un moment donné ou un autre, on a d'autres points de vue. Mais en même temps, je me suis dit, même si c'est le cas, dans la majorité du temps, on est dans la tête d'Harry, on est avec Harry, on ne voit que ce que voit Harry, on ne sait que ce que c'est Harry, et voilà, on est qu'avec lui tout le temps. Et je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé avoir
le point de vue d'Hermione, le point de vue de Ron, le point de vue même de Luna Lovegood, de Professeur par exemple, ou même de Drago. Voilà, je trouve que ça aurait été un peu plus consistant et un peu plus, comment dire, qu'on aurait eu plus d'infos et qu'on aurait été beaucoup plus omniscient, c'est logique, avec plusieurs points de vue. Je dis pas du tout que c'est nul, hein, je suis pas du tout en train de critiquer Harry Potter, je dis juste que avec plusieurs points de vue, peut-être que personnellement j'aurais plus aimé la saga parce que je fais pas partie des Potterheads de ouf non plus, hein. Je fais pas partie des gens qui relisent Harry Potter en boucle, qui en parlent tout le temps. D'ailleurs, ça m'a fait rire quand j'ai sorti le livre parce que je me suis dit, je crois que c'est la première fois, ou l'une des premières fois, que je le montre sur cette chaîne. Donc il est dans l'état où je l'ai mis, hein. C'est-à-dire qu'il est tout plié, il est tout défoncé, le dos est pas pété parce qu'il est petit, mais alors il est tout, enfin vraiment il est tout abîmé. Je l'ai trimballé absolument partout, ça me fait bizarre de l'avoir dans les mains et de le regarder parce que c'est très rare que je me retrouve avec ce livre dans les mains. D'ailleurs il est très court, il fait 300 pages, enfin, c'est ouf. Bref, voilà, j'aurais préféré, j'aurais aimé qu'on ait plus de points de vue que celui d'Harry. Voilà, désolée pour tous les faits. La question 8, c'est absolument pas besoin d'autant de battage, enfin d'autant de gens qui en parlent, d'autant de gens qui disent que c'est trop cool. En gros, un livre que tout le monde a aimé, sauf moi, hein, globalement. Et donc j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, je vous remettrai la date lecture en barre d'informations, mais j'ai choisi Love, Simon de Becky Albertalli parce que je ne comprends pas pourquoi tout le monde encense ce livre, pourquoi tout le monde a dit que c'était génialissime. Non seulement le personnage principal, j'ai envie de le tarter, mais en plus il y a des réflexions, il y a des phrases absolument homophobes qui m'ont dérangée. Je suis désolée, mais véhiculer les stéréotypes sur les homosexuels, ce n'est pas une bonne chose du tout, et encore moins dans un livre ado. Sincèrement, je ne comprends pas la vie des gens, vraiment. Du coup, dans ce livre, on suit Simon qui est au lycée et voilà, en gros, on va le suivre dans sa vie. Il a une vie d'ado assez banale, assez basique. Et il se trouve qu'il est homosexuel, il le sait, mais il n'a pas encore fait son coming out. Et donc, en gros, j'ai pas allé très loin dans le livre, mais il passe son temps à dire ça c'est vieux, ça j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Tu tournes la page, bon bah je vais le faire, en vrai c'est pas hyper nul, je vais le faire. Il fait ça 5-6 fois, hein. Il y a 5-6 trucs qui se passent comme ça où il t'explique en long, en large et en travers que c'est de la merde, qu'il veut pas le faire, qu'il le fera pas, que blablabla. Et boum, il te dit bon bah en fait je vais le faire. Donc déjà ça m'a gonflé. Et ce qui m'a aussi gonflé, c'est que il passe son temps à lui-même véhiculer des stéréotypes homophobes. Enfin c'est pas des stéréotypes homophobes, je l'avais dit dans ma vidéo, mais c'est des stéréotypes sur les personnes homosexuelles. Et voilà, du style, si t'es homosexuel, t'aimes le théâtre, forcément. Et si t'aimes le théâtre et que t'es un garçon, t'es homosexuel, forcément. Ce genre de truc qui m'agace, vraiment. Il passe son temps à véhiculer tout ça, et il participe à ça en fait. Et ensuite, il vient t'expliquer que, bah oui, mais s'il annonce publiquement qu'il est homosexuel, il va se prendre des remarques, il va se prendre des réflexions. Alors oui, effectivement, c'est le cas. Oui, effectivement, c'est une réalité. Maintenant, tu peux pas participer à un truc et venir te plaindre en fait. C'est pas possible en fait. Tu peux t'en plaindre, mais n'y participe pas en fait. N'encourage pas les gens dans une direction pour ensuite venir m'expliquer. Bah oui, mais du coup, je vais me faire critiquer, je vais me prendre des réflexions. Tu fais toi-même ce genre de réflexion. Tu te permets de faire toi-même ce genre de commentaires. Et ensuite, tu viens m'expliquer que tu fais pas ton coming out parce que tu vas te prendre ces réflexions. Alors que tu fasses ces réflexions ou pas, on est d'accord qu'il va se les prendre parce qu'il est homosexuel et parce que les gens sont absolument débiles. Enfin, certaines personnes sont absolument débiles. Mais moi ça me dérange qu'ils participent à quelque chose et qu'ils s'en plaignent en même temps. C'est soit l'un soit l'autre, mais c'est pas possible. Donc voilà, ce livre, ça m'a vraiment énervé. Je suis en train actuellement de m'énerver en leur parlant. Donc je ne comprends pas pourquoi tout le monde a dit c'est génial, c'est trop cool, il faut le lire. Non, voilà, pour moi c'est pas du tout génial, c'est pas du tout trop cool. Et je suis extrêmement déçue par ce livre. Question 9, c'est absolument pas besoin d'être assimilé à un autre livre, genre si vous avez aimé, l'exemple c'est si vous avez aimé Hunger Games, vous aimerez Divergente ou dans l'autre sens, en bref, voilà. Alors globalement c'est un truc qui m'agace effectivement pour tous ces sagas là, mais aussi et surtout, ce qui m'agace c'est quand c'est écrit sur le livre, et donc là en plus j'ai pris un livre d'une autrice que j'adore, et qui cite un livre que j'ai moins aimé. Bref. Donc je vous montre ici Mocha de Tatiana de Rosset. Je ne sais pas si vous le verrez, mais là en bas c'est écrit par l'auteur de Elle s'appelait Sarah. Ça m'agace quand ils font ça. Alors ça m'agace déjà quand on a le bandeau par-dessus, mais alors là c'est carrément écrit sur le livre. C'est un truc qui me fatigue vraiment parce que déjà de 1, ça implique que l'autrice n'écrit que le même genre de livre. Elle ne parle que de... que si tu as aimé un livre de l'autrice, tu vas forcément tous les aimer, alors que c'est loin d'être le cas déjà. Et en plus de ça,
souvent il s'est écrit le livre le plus connu de l'autrice. Et moi du coup j'ai l'impression de me dire que bah oui mais je l'ai pas lu celui-ci. Et du coup il faut que je lise celui qui a écrit dessus avant de lire celui-ci. Alors en fait pas du tout, enfin je sais pas. Mais je trouve cette manie, ça m'agace. Vraiment ça m'agace. En plus de ça, Elle s'appelait Sarah personnellement, je l'ai lu. J'ai bien aimé, mais j'ai préféré Mocha, par exemple, vous voyez. Donc je vais quand même vous résumer Mocha, parce que c'est un livre très très peu connu. J'ai dit que c'était Disney, je ne sais plus, bref. Donc on va y suivre, en fait, on y rencontre un petit garçon, je crois qu'il a genre 6-7 ans, et je crois qu'il rentre de l'école, et il va se faire renverser par une voiture. Ça va être grave, il va se retrouver à l'hôpital, sauf que la voiture fait un délit de fuite. Et donc la police, évidemment, essaye de se renseigner, essaye de comprendre, essaye de chercher. Et la mère de ce petit garçon, elle refuse de rester auprès de son fils, elle refuse de rester à l'hôpital, elle veut comprendre comment un être humain peut renverser un petit garçon et se barrer. Elle veut savoir ce qui s'est passé, elle veut comprendre, elle comprend pas, pour elle c'est pas possible, c'est inhumain de faire ça. Et donc elle veut comprendre et on va suivre ça. Ça dure extrêmement poignant, extrêmement difficile à lire, extrêmement triste. Mais j'ai adoré ce livre. Et en fait, ce qui m'agace particulièrement avec ce livre-là, c'est que il est tellement bien, il est tellement cool, qu'il n'a pas besoin d'être assimilé à un autre livre de l'autrice. Je comprends bien que c'est un truc de marketing et tout, mais ça m'agace. Vraiment, c'est un truc qui me gonfle quand les gens font ça. Enfin, quand les éditeurs font ça, parce que là, c'est carrément écrit. Donc vraiment, c'est une décision au moment de l'édition. Ça me fatigue. Vraiment, c'est un truc qui me fatigue. Et aussi, et surtout... c'est pas parce que Elle s'appelait Sarah a été hyper bien vendue, hyper populaire que tout le monde l'a aimée. Donc potentiellement il y a une grosse part, une part des gens, je ne sais pas en nombre combien ça représente, mais il y a une part des gens qui n'a pas aimé Elle s'appelait Sarah et qui donc en voyant ça n'achètera pas ce livre. Donc je trouve que c'est dommage. Bref, c'est un truc qui m'agace et je préférais citer ça plutôt qu'une autre saga comme Gamme ou Divergente. Donc voilà, ça me tenait à cœur et puis en plus ça va me permettre de parler d'un livre que j'ai adoré et que je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment. Et enfin, la dernière question, un livre qui ne méritait absolument pas mon temps. Alors le premier qui m'est venu, c'est celui que je vais vous présenter, et puis je me suis dit que j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises et que peut-être que je devrais en montrer un autre, et puis je me suis dit non, j'allais vraiment le présenter pour une fois, j'allais vraiment le résumer et expliquer pourquoi j'ai pas aimé ce livre, parce que je passe mon temps à dire et à expliquer que c'est le livre que je déteste le plus au monde, et c'est le cas. Mais il est très rare que je résume le livre et que j'explique mon avis. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec Au bonheur des dames d'Émile Zola. Donc dans ce livre on va rencontrer, alors je crois qu'elle s'appelle Denise. Et on est à la fin du 19e, c'est ça. Alors j'ai une scène, en fait je crois que j'ai l'une des premières scènes du livre en mémoire. Elle débarque à Paris, je crois qu'elle a 2 petits frères, un truc comme ça. Et elle va emménager dans une espèce de chambre de bonne sous les toits. Ou chez quelqu'un, mais dans un truc assez miteux, assez dégueu, parce qu'elle n'a pas les moyens, évidemment. Et donc, elle va se faire engager au Bonheur des Dames. Au Bonheur des Dames, c'est le nom du magasin. Donc, je l'ai dit, on est à la fin du 19e, on est à une époque où la grande distribution n'existe pas. Et donc, on est à une époque où, jusqu'à maintenant, les femmes, si elles voulaient une nouvelle robe, un nouveau chapeau, un nouveau truc, elles allaient chez leur couturière, la couturière les mesurait et leur faisait leur robe sur mesure à elles. Et là, donc, pour la première fois, on va ouvrir un grand magasin dans lequel on va trouver des robes déjà faites. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos magasins à nous, mais à l'époque, c'est révolutionnaire d'avoir ça. Et donc voilà, et donc on va voir l'expansion de ce magasin, comment il va s'agrandir, il va vendre des vêtements, des chapeaux, du maquillage, des chaussures, des portefeuilles, des foulards, enfin bref, il va finir par devenir énorme, il va vendre énormément de choses, vraiment, vraiment. Et donc nous, on y suit Denise. On suit vaguement Denise qui va donc être vendeuse dans ce magasin-là. Voilà, ça c'est pour l'histoire en gros. Alors il y a 2 choses qui me dérangent principalement dans ce livre. La première, c'est que pour moi le personnage principal, c'est pas du tout Denise, c'est le magasin en lui-même. C'est vraiment lui qu'on suit. Je trouve ça dommage en fait, vraiment c'est un truc qui me passionne pas des masses. Et la deuxième chose, et Zola appartient à ce truc littéraire, je sais plus comment ça s'appelle là, ce genre littéraire, enfin, c'est sa catégorie de l'histoire, c'est comme ça qu'il écrit et c'est comme ça qu'on écrivait à l'époque. Mais ce livre, c'est description sur description, sur description, sur description. On est capable de passer 10 pages sans déconner sur un étalage de gants. Moi ça me gonfle en fait, ça m'ennuie. Vraiment, je me suis ennuyée royalement en lisant ce livre, je n'en pouvais plus. J'ai été au bout parce que c'est un livre que j'ai lu dans le cadre des cours et donc j'avais pas le choix. Mais très clairement, j'ai pas du tout aimé. Vraiment, je me suis ennuyée. Je veux bien les descriptions et tout, j'aime beaucoup,
Mais le problème, c'est que 90% du roman, c'est de la description, quoi. L'histoire de Denis, ça fait 10%. En plus, pour couronner tout, il fait bien 500 pages. Hein. Enfin, il fait plus de 500 pages. Et c'est pas spécialement écrit gros, quoi. Enfin, voilà, ce livre m'a vraiment agacée. J'arrête pas de le dire dans plusieurs vidéos. C'est le livre que je déteste le plus au monde. Alors, je l'ai gardé. C'est-à-dire qu'il est en l'état où je l'ai mis. Il y a du scotch partout pour le rafistoler parce qu'il est défoncé. Il est totalement plié. Il ressemble plus à rien du tout. Enfin, bref, je l'ai, c'est une catastrophe. Mais en fait, je le garde parce que je suis fière de l'avoir lu. Voilà, je le garde parce que je l'ai lu en entier, du début à la fin, que j'ai littéralement souffert du début à la fin. Mais bref, je le garde. Voilà, je voulais vraiment vous faire un résumé et vous expliquer pourquoi j'ai pas aimé ce livre. A l'inverse, il y a des personnes, des booktubeuses notamment, qui adorent ce livre-là en particulier et tous les livres de Zola. Elles adorent le style de Zola, je dis elles parce que c'est principalement des filles. Enfin, même que des filles d'ailleurs. Bref, on s'en fiche. Et elles adorent ces descriptions, elles adorent le style. Et moi, c'est un truc que j'ai pas du tout aimé, que j'ai pas du tout kiffé. Donc voilà, j'ai perdu mon temps avec ce livre. Bon, je suis en train de perdre ma voix, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais moi je me rends compte, ma voix est en train de partir. Ça tombe bien, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez répondre aux questions en commentaire ou sur votre blog, sur votre chaîne, où vous voulez, n'hésitez pas. Et si vous avez une meilleure traduction pour les questions, n'hésitez pas non plus d'ailleurs. Hein. Bref, j'espère que ça vous a plu, je vais arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.